spéciale donc émission donc du Jacques Roger Show. Nous allons donc avoir tout à l'heure aux environs donc de 21h notre invité exceptionnel. Il s'agira donc de Mohamed Bala Keïta. Voilà, son nom en dit long, hein, tous les Ivoiriens savent exactement qui était donc le ministre, hein, Monsieur Bala Keïta. Nous allons donc avoir un peu son fixe avec lui. Parler un peu d'une injustice, injustice vécue donc par sa famille, et surtout avec la disparition tragique donc de sa mère, Madame Korotoumou, il y a donc quelques jours. Alors il sera donc avec nous d'ici donc quelques minutes. Avec lui, nous ferons donc le tour donc de cette situation. Je ne sais pas si nous allons donc avoir le maximum de temps pour parler aussi de son livre. N'oubliez pas, il a auteur aussi d'un livre, beaucoup plus en anglais que vous pouvez déjà voir, voilà, pour ceux qui nous déjà suivent, sur donc au niveau donc de la télévision. Vous pouvez déjà nous suivre, c'est donc A Political History of the Ivory Coast, disons la Côte d'Ivoire, from 1963 to 2011. Voilà, avec lui c'est donc le docteur Bala Keïta qui est donc enseignant. Vous l'avez parfaitement donc dans une petite minute. Il s'agira du docteur Bala Keïta. Mais je pense que en exclusivité nous avons certainement un invité depuis Abidjan. Je ne sais pas s'il est déjà en ligne, l'honorable Kwadjo Konan Bertin. Est-ce que vous entendez, honorable? Bonsoir. Oui, comment allez-vous, honorable? Je vais bien, ça va? Voilà, alors, ça tombe très bien. Nous allons tellement avoir d'ici quelques secondes notre invité, le docteur Bala Keïta. C'est tellement que vous connaissez. Il vit donc une situation un peu. Vous êtes député au niveau donc de l'Assemblée nationale. Je crois que ça peut être une très bonne chose, afin donc que vous puissiez certainement un peu nous éclairer. Voilà. Alors, honorable, avec votre permission, peut-être rester un peu en ligne le temps donc d'avoir notre invité. D'accord. Voilà. Bonsoir, docteur Bala Keïta, comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien. Merci, Jacques Roger, de m'avoir invité sur ce plateau. Merci. Voilà, merci beaucoup. Nous avons donc la chance et nous avons donc en exclusivité l'honorable Kwadjo Konan Bertin, député qui est donc à l'Assemblée nationale donc de Côte d'Ivoire. Peut-être qu'avec votre cas, il aura la possibilité donc d'alerter un peu ses collègues au niveau de l'Assemblée nationale afin que tous les Ivoiriens qui se trouvent dans cette situation puissent avoir donc gain donc des causes. Alors, Monsieur Mohamed Bala Keïta, vous êtes, j'allais dire, un cadre au niveau donc des États-Unis d'Amérique. Vous êtes enseignant, vous avez fait des études, j'allais dire, très très bien. Vous avez donc un doctorat. De façon ramassée, peut-être en une petite minute, présentez-vous. Qui est donc Monsieur Mohamed Bala Keïta? Bonsoir à vos invités. Bonsoir honorable Kwadjo Konan Bertin. C'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau avec vous. Merci à votre invité. Je m'appelle Mohamed Bala Keïta. Je suis professeur de sciences politiques à l'université de George Washington à Washington DC. Et je suis ici aux États-Unis depuis 22 ans. Et je suis un peu bouleversé en ce moment parce que je traverse une situation assez difficile. Et bon, c'est pour cette raison que je suis ici, pour qu'on échange et voir dans quelle mesure on puisse trouver des solutions à mon problème. Voilà, dans quelle mesure? Mais rapidement, nous allons certainement vous avoir prochainement pour parler un peu donc de votre livre que vous avez écrit par rapport à la Côte d'Ivoire. C'est donc The Political Story of the Ivory Coast, disons la Côte d'Ivoire, from 1963 to 2011. Voilà. Alors, en une petite minute, est-ce que vous pouvez nous dire exactement de quoi il s'agit, pour les auditeurs qui ont la possibilité certainement de vous écouter une autre fois? Ok, pour le livre. Oui. Oui, pour le livre, j'ai retracé l'histoire politique de la Côte d'Ivoire de 1936 à 2011 et j'ai regardé brièvement cette période parce que dans cette période, il y a eu beaucoup de changements. C'était à la période de la Deuxième Guerre mondiale et beaucoup de navires en ce temps ont été transformés en navires de guerre
Et les économies, comme l'économie de la Côte d'Ivoire, qui dépend en grande partie de l'agriculture, étaient confrontées à des problèmes d'exportation où les exportateurs économiques avaient des difficultés logistiques pour exporter, donc ils se sont retrouvés avec plusieurs tonnes de café, de cacao, et c'est à partir de là qu'ils ont réalisé qu'il fallait s'organiser politiquement pour essayer de faire face à ce genre de défis. Voilà. Et je continue, effectivement, je regarde l'administration du président Houphouët-Boigny, comment est-ce qu'il choisissait ses proches collaborateurs. Je regarde aussi les problèmes qui sont arrivés à son décès. Et après ça, la lutte entre les héritiers. Ensuite, la crise politique que nous avons connue. Et j'analyse aussi la rébellion de septembre 2001. Et ensuite, je viens à la crise post-électorale. Mais une autre fois, c'est avec plaisir que nous allons échanger sur le livre. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Nous avons tenu certainement à présenter un peu ce livre parce que nous avons une question pour vous qui sera donc liée un peu à la situation que vous vivez aujourd'hui. Alors, Monsieur Mohamed Akkor, avant de commencer notre émission, nous présentons donc nos condoléances à la grande famille Bala Keïta, à la grande famille aussi donc de votre mère, décédée donc dans des conditions un peu donc floues au niveau donc d'Abidjan. Elle était donc aux États-Unis quand elle a reçu donc un coup de fil parlant donc d'expropriation donc de sa propriété au niveau donc de Cocody. Les Africains ont été donc surpris, vous voyant un monsieur toujours bon chic, bon genre, toujours souriant, dans une vidéo où on vous a pas tellement reconnu, mais on vous a parfaitement compris après avoir visionné cette vidéo. Alors, puisque vous êtes là ce soir, pouvez nous dire de façon ramassée, qu'est-ce qui vous amène ici ce soir? Ok, ce soir, la famille a connu une difficulté vraiment indescriptible. En octobre l'année dernière, octobre 2013, ma mère était ici en visite avec moi. Nous avons reçu un coup de fil qui disait qu'un détachement militaire est venu au quartier, puis ils ont délogé les résidents qui étaient dans sa maison, qui, à la vue des hommes en armes, ils sont allés se réfugier chez les voisins. Et à partir de là, une certaine dame du nom de Mariam Diomandé est soutenue par le colonel Doumbia Daouda, dit le BIC, c'est un commandant du bataillon de commandant et de soutien, et aussi par Bamba Kenza, militant en fonction du bataillon commandement de soutien. Et donc, nous avons engagé une procédure judiciaire avec Maître Aflessi pour essayer de rétablir le droit de ma mère. Et c'était difficile parce que partout en passant, on nous demandait une procuration puisque ma mère était aux États-Unis. Et finalement, la famille a décidé que la maman rentre en Côte d'Ivoire après plusieurs mois pour essayer de trouver une solution à ce problème. Et quand elle est arrivée à Abidjan, nous l'avons mis dans la résidence Rose Hermine à Angré. Et pendant ce temps-là, on essaie de résoudre le problème avec calme. Mais c'était difficile, vraiment difficile pour ma mère qui n'avait vraiment pas d'habits. Avec tous ses bijoux, ses documents. Elle a vécu dans la maison 44 ans. Et donc, c'était vraiment difficile pour elle. Et dans cette lutte pour établir le droit, elle est tombée dans le coma il y a environ 5-6 jours. Et pendant qu'on essaie de trouver des solutions, elle est décédée. Et donc, vraiment, c'est vraiment dommage pour la famille. Et on essaie de voir maintenant comment est-ce qu'on peut rétablir le droit. Parce que la dame, elle est toujours dans les lieux. Elle refuse de quitter les lieux malgré le décès de ma mère. Donc, vraiment... C'est quelle dame? C'est qui cette dame? C'est quoi son nom? Allô? Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Elle s'appelle Mariam. Elle s'appelle Mariam Diomandé. Et des détails me sont venus où son vrai nom... attendez, son vrai nom est... je vais vous dire son vrai nom... Madame Yetiwen Bamba Mariam, c'est ce nom-là. Donc aujourd'hui, le 17, aujourd'hui nous avons porté une plainte au gouvernement. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors? Elle fait quoi cette dame? Excusez-moi? Qu'est-ce qu'elle fait cette dame dans la vie? Moi j'ai aucune idée de ce qu'elle fait. Je sais seulement que c'est la copine je sais pas, la copine ou la maîtresse
du commandant colonel Doumbia Daouda. C'est tout ce que je sais comme info, c'est tout ce que nous savons comme information sur elle. Ah bon, hein. Allô? D'accord, on peut continuer s'il vous plaît, excusez-moi. Allô? Oui, on peut continuer. Allô? Oui, alors on vous entend. Hein? Allô? Allez-y, oui, on vous entend, on peut continuer, allez-y. Hein. Oui. Et donc, ma mère est décédée le samedi 14 juin à la polyclinique des Deux Plateaux. Et la situation est difficile parce que ma mère avait toujours dit que si elle décède, elle avait son linceul dans la maison. Elle m'avait montré ce linceul-là. Bon, on n'aimait pas voir ça. On dit, maman, ne nous parle pas de ça. Elle dit, non, le jour où je mets, voici le linceul, je veux commenter avec ce linceul-là. Donc, quand elle est décédée, ma petite sœur Abidjan, j'ai dit, petite sœur, comment faire tout pour prendre au moins le linceul de la maman? On sait qu'il y a une situation. C'était impossible d'aller dans la résidence de ma mère pour prendre ça. Et donc, nous étions obligés de vraiment enterrer ma mère dans des conditions déplorables. Il fallait rapidement payer un linceul. Les gens de la clinique, ils ont essayé de nous faire une faveur. On a préparé le corps de ma mère à l'extérieur de la polyclinique. Il fallait appeler les imams. Mais c'était vraiment déplorable. Elle a été enterrée le même jour à 5h30 au cimetière de William Chibi. Voilà, merci beaucoup, docteur Bala Keïta. Hein. Alors, la question que nous vous posons, hein, c'est que votre mère, vous avez dit, vit dans cette maison pendant au moins 44 ans. Comment après 44 ans, hein, quelqu'un peut venir certainement vous exproprier? C'est ce que les Ivoiriens n'arrivent pas à comprendre. C'est la question que je me suis posée. Je me dis que la Côte d'Ivoire a un état de droit. Et c'est vraiment difficile à comprendre. Comment est-ce que, en 2014, après qu'il y ait beaucoup d'efforts pour la paix en Côte d'Ivoire, quelqu'un puisse s'exproprier un domicile de quelqu'un illégalement et en pleine journée devant tous les résidents du quartier. Et cette dame-là, on lui a donné à plusieurs fois les preuves que le domicile ne lui appartient pas. Et à un moment donné, il y a une brigade de la gendarmerie qui est allée l'enlever des lieux. Ils ont appelé à la gendarmerie, elle est partie le lendemain, elle a cassé les serrures, elle est revenue s'installer dans la maison encore. Et donc, c'est vraiment un problème compliqué et j'ai fait appel aux autorités ivoiriennes de voir comment est-ce que puisse au moins rétablir ma mère dans son droit maintenant qu'elle est décédée et dire à cette dame qu'elle doit quitter le lieu. Elle doit quitter le lieu. Oui, est-ce que votre maman connaissait cette dame? Est-ce que la famille connaissait cette dame, Madame Diomandé? Moi, personnellement, je ne sais pas si la maman connaissait cette dame. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu des documents qu'elle a forgés avec un agent de la CICOUJ. Et la maman a prouvé que ces documents étaient forgés, c'était pas des documents légaux. Et donc, ils sont allés en cours de justice et ça a été prouvé que cette résidence n'appartient pas à la dame. Et donc, moi, en tant que son fils, je vis ici depuis 22 ans. Ce que je sais, c'est que c'est un domicile qui a été pris illégalement. C'est ce que je suis au courant. Alors, merci beaucoup docteur Bala Keïta par rapport à cette... Donc, votre famille. Hein. Alors, honorable, avant certainement de poser, mais juste avant de venir à l'honorable, mais votre nom, quand on parle de votre nom, Bala Keïta, en principe, c'est quelque chose qui attire l'attention donc de tout un Ivoirien. Est-ce que vous avez tenté donc de contacter des autorités, que ce soit des militaires ou bien des parents certainement donc du docteur Bala Keïta, des amis du docteur Bala Keïta, afin qu'on puisse aider votre maman à retrouver un peu donc son domicile? Oui, je me suis adressé à un ami d'enfance qui est maintenant un haut cadre de la gendarmerie nationale. Il s'appelle Ousmane Yeo. Je l'ai contacté il y a plusieurs mois. Il m'a dit qu'il allait en mission à Paris. Quand il revenait, il allait s'occuper du dossier personnellement. Quand il est revenu de Paris, ma mère est allée le voir. Il est en possession de tous ces documents-là. Et il a dit clairement qu'il y a même pas de débat. La maison appartient à ma mère qui s'en chargerait personnellement. La procédure a pris du temps. Et aussi, j'ai mon frère aîné qui est à Kong, c'est un technicien supérieur, celui qui s'occupe des routes à Kong.
il connaît, il est ami à Ibrahim Ouattara. Je pense que c'est le frère du président de la République, Michel Alassane Ouattara. Et il lui a fait part de ce problème et il a dit qu'il allait s'en charger personnellement. Et je sais que ce sont ces autorités qui ont été contactées à ma connaissance. Et cette situation dure depuis combien de temps, hein? Depuis que la perte des domiciles de votre maman jusqu'à sa disparition. Pendant combien de temps? Ça a pris 9 mois. Ça a pris 9 mois. Depuis 9 mois, la dame occupe le domicile. Alors, avant de revenir certainement à d'autres questions, puisque nous avons un honorable à l'émission, hein, à l'Assemblée nationale. Honorable, voilà un tel dossier qui est un peu sur la table. Hein. Alors, je vais vous laisser, pourquoi pas, articuler un peu cela. Comment dans un pays de droit, hein, un citoyen peut posséder donc de ses biens pendant au moins 9 mois, hein, sans qu'on puisse se trouver une solution, honorable. Bon, Jacques Roger, moi, je tombe de nu et puis je suis perplexe en même temps que je suis enveloppé par une grande honte si ce que dit notre frère là est vrai, de savoir que de telles pratiques ont cours dans mon pays. Bon, moi je viens prendre connaissance donc de ce dossier. Je m'apprêtais moi aussi à lui poser quelques questions que tu as déjà commencé à lui poser. C'était de savoir jusque-là à qui c'était adressé. Bon, mais si il me parle du petit frère du président de la République est déjà informé de la situation et que jusqu'à présent on ne trouve pas encore de solution, alors ça commence vraiment à m'inquiéter parce que il faut d'abord s'incliner devant la mémoire de sa maman, cette pauvre-là qui meurt dans ces conditions-là. J'avoue que tout ça, c'est pas, ça ne ressemble pas à notre pays, la Côte d'Ivoire. Bon, modestement, je ne sais pas, lui il est aux États-Unis, moi je suis ici. S'il avait été à côté là, bon, peut-être que je l'aurais invité pour que je puisse comprendre un peu mieux l'affaire et puis voir à la limite si ce n'est pas possible d'aller toucher directement le ministre de la Sécurité, le ministre d'État, le ministre Abel Bakayoko ou je ne sais pas moi, le président de l'Assemblée nationale, puisque c'est mon patron, au moins pour que j'associe ma voix à la sienne, Mais je tombe de nu, et j'ose croire que ce qu'il dit là, qui est pratiquement invraisemblable, n'est pas la vérité, mais sinon, bon, on ne peut pas ne pas être sensible à cela aussi. Hein. Bon, mais en ce qui me concerne, bon, nous sommes loin l'un de l'autre. Je ne sais pas par quel bout je pourrais prendre le dossier et lui être utile. Mais si c'est vrai, bon, ça pose l'éternel problème. Hein. Cette pauvre dame, je ne pense pas qu'elle soit pro-Gbagbo. Hein. Je ne pense pas qu'elle soit pro-Gbagbo pour mériter ça. Voyez-vous. Que voulez-vous dire, honorable, hein? Là, vous nous amenez un peu politique, hein? Qu'elle ne soit pas pro-Gbagbo pour mériter ça. Hein? Ça veut dire que le pro-Gbagbo mérite un peu cela? C'est ce que vous voulez dire? Non, je ne dis pas ça. Je dis pas ça. Ben, voyez-vous que, bon, moi j'ai vu qu'on a restitué récemment des clés des maisons de pro-Gbagbo. Bon, je ne sais pas si elle était pro-Gbagbo aussi pour que sa maison soit bloquée jusqu'à ce qu'elle trouve la mort dans une résidence. C'est quand même révoltant, excusez-moi. On est tous des humains avant de faire la politique. Mais bon, écoutez, mon frère, ben là, vous êtes très loin d'Abidjan. Moi, je suis très loin de vous. Je ne sais pas si je peux être utile. J'ai accroché à tous mes contacts. Je pourrais peut-être me rendre disponible pour faire quelques courses avec vous. Donc, au moins, pour sa mémoire, quelque chose à faire. Au moins pour sa mémoire. Alors, ce qu'on fera, docteur Bala Keïta, on vous remettra certainement en contact avec l'honorable. Trop de viande dans une sauce n'a jamais changé le goût. Hein. Étant lui à l'Assemblée nationale, peut-être
que ça pourra peut-être aider. Hein. Honorable, est-ce que vous avez une question pour lui, hein, ou bien Monsieur Bala, vous voulez certainement répondre à l'honorable? Oui, honorable. Oui. Allez-y, docteur Bala. Allô? Oui, docteur Jacques. Oui. Bon, en ce qui me concerne, pour ce dossier-ci, je souhaite que si on doit continuer d'en parler, qu'on le fasse en micro, lui et moi. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, honorable, on vous mettra, docteur, on vous mettra en contact avec l'honorable hors antenne. Mais allez-y, docteur, je crois que vous avez voulu dire quelque chose tout à l'heure, allez-y. Oui, ce que je voulais dire, c'est que ma mère a travaillé toute sa vie pour l'État de Côte d'Ivoire. Elle était fonctionnaire à l'OCM, à l'office de la mécanographie, et elle n'était pas dans la politique. La politique, c'était quelque chose qui ne l'a jamais intéressée. Voilà. Donc, je ne pense pas que ce soit sa position qui a causé ce problème-là. Je ne pense pas. Je voulais seulement répondre à l'honorable pour lui dire que je ne pense pas que ce soit sa position, à moins que je ne sais pas sa position politique. Elle n'était pas politique. Elle passait la plupart de son temps aux États-Unis avec moi ou avec ma sœur à Paris. Et la plupart du temps, elle était loin de son domicile. Et souvent, le domicile, il y avait seulement les résidents à qui elle laissait la maison. Souvent, la maison avait l'air d'être vide. Je ne sais pas si la dame a cru que personne n'était dans cette résidence. Et elle pensait qu'elle pouvait s'en accaparer. Et puis, bon, le problème s'est posé. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'elle maintenant, elle sait que ma mère est décédée. Et elle est toujours demeure dans la maison. Les gens du quartier m'ont informé qu'elle est toujours dans la maison et maintenant elle est là-bas avec ses enfants. Et c'est vraiment pas normal, c'est vraiment honteux. Et nous avons essayé de contacter toutes les autorités à notre niveau. Je connais des connaissances qui m'ont dit qu'ils ont même contacté le ministre de l'Intérieur. Il y en a qui ont contacté plusieurs personnes. Bon, jusque-là, moi j'attends que les autorités ivoiriennes essaient de restituer le droit à ma mère. Mais j'apprécie énormément l'offre de l'honorable Kakabé ici, présent, qui a proposé de se familiariser avec le dossier, voir comment il peut aider la famille. Vraiment, je vous serai infiniment reconnaissant. Merci. Alors, honorable, avant de passer aux autres, comment dans un pays de droit, hein, des militaires peuvent aller violer le domicile, casser et rentrer dans une maison qui ne vous appartient pas? Alors, comment on peut expliquer un peu cela? Est-ce que c'est ce qui se passe? Est-ce que c'est la première fois que vous entendez un peu ce cas en Côte d'Ivoire, ou bien ces cas sont pratiquement un peu, j'allais dire, légion? Ben, depuis qu'on a fait la guerre, c'est dans cette situation qu'on vit. Hein. C'est-à-dire? Depuis, c'est pas méconnu. C'est connu, là, de tout le monde. Maintenant, on restitue les clés de maison au grand jour, à la télévision, on fait des tapages autour de ça. C'est-à-dire, pour restituer les clés de maison, ça veut dire que ces maisons étaient occupées. Et ça, tous les jours, depuis 3 ans bientôt, c'est une situation qui dure. Les gens sont expropriés partout, sur l'ensemble du territoire. Et puis, bon, ils sont sans voix, pratiquement. Voilà un cas. Voilà un cas. Malheureusement, c'est la triste réalité que nous vivons dans le pays. La triste réalité que nous vivons dans le pays. Alors, monsieur docteur Bala Keïta, est-ce que vous avez eu au moins des éléments de réponse? Est-ce que la femme là vous a dit pourquoi elle occupe ce domicile? Est-ce que vous avez eu quelques informations par rapport à ça? Oui, ce qui est effrayé, moi si j'étais en Côte d'Ivoire, mais moi je serais allé directement essayer de lui poser cette question. Malheureusement, je suis aux États-Unis et ceux à qui, les émissaires que nous avons envoyés, à chaque fois qu'ils vont, ils sont toujours effrayés par les militaires, les hommes en armes qui sont dans le domicile. Donc, il y a aussi la crainte pour leur vie. Ils ont peur d'être confrontés à des situations déplorables. Et nous avons décidé d'utiliser le chemin de la loi pour essayer de rétablir ce droit. Comme vous savez, c'est beaucoup là le système de la loi, ça aboutit, mais c'est souvent beaucoup lent et c'est ce qui nous a vraiment retardé et c'était vraiment difficile. Ma mère avait plus de 70 ans et donc c'était vraiment difficile pour elle de faire face à ce nouveau défi-là. Elle n'a pas pu tenir. Voilà.
Alors, ce que je n'arrive pas à comprendre, les ministres sont déjà informés, hein, le gouvernement est un peu informé de M. Ibrahim Bali, M. Ibrahim Ouattara. Hein, tout à l'heure, le ministre aussi de l'Intérieur semblait être aussi informé. Hein. Alors, pourquoi j'ai discuté avec des frères aujourd'hui qui m'ont dit, mais il y a anguille sous roche. Vous avez écrit un livre hein, qui retrace un peu l'histoire donc de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression, avec un homme célèbre, Bala Keïta, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est peut-être quelqu'un cherchait certainement à vous atteindre hein, et la personne est passée par votre main? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu cela? Bon, j'ai entendu de telles allégations. J'ai entendu de telles allégations. Plusieurs personnes m'ont dit parce que je suis lié au docteur Bala Keïta que cet incident est peut-être arrivé. Mais moi, pour ma part, je me dis, mon oncle, le docteur Bala Keïta, lui-même, il savait, j'étais pas d'accord avec sa façon de s'exprimer. Je reprochais même dans la politique. C'était bien d'éviter de parler d'une certaine façon, de certaines personnalités. Et la famille lui a toujours reproché ça. Mais je pense que, avec du recul, on ne peut pas prendre le cas d'un homme politique et le lier directement à un autre membre de sa famille. Lui, c'était la politique qu'il menait, il avait ses idées et il allait jusqu'au bout de ses idées. C'est vraiment triste et dommage comment il a terminé, mais ce serait injuste de profiter de cette opportunité pour en faire un sujet sur ma mère, parce que ma mère, elle s'appelle Madame Diabaté Korotoumou, elle était l'épouse de son frère, et elle n'avait pas, à part ça, elle n'avait pas de lien particulier avec la famille Keïta, à part qu'elle épousait mon père, et qui sont divorcés depuis plus de 33 ans. Et donc tout contact avec la famille Keïta a été rompu depuis 33 ans. Et donc ce serait vraiment malheureux qu'une telle initiative ait été prise. C'est vraiment malheureux parce qu'elle n'avait aucun lien avec la famille Keïta depuis 33 ans. Oui, mais docteur, vous avez écrit un livre. Je le dis, celui qui retrace l'histoire donc de la Côte d'Ivoire, hein, donc de 1936 en 2011, et vous avez aussi parlé donc de la rébellion. Est-ce que vous ne pensez pas que quelqu'un a dû lire ce livre et certainement vous l'en voulez un tout petit peu quelque part? Oui, c'est possible, mais cette analyse de la crise politique en Côte d'Ivoire, le livre que j'ai écrit, c'est un livre objectif. Je l'ai écrit pas en tant que RDR, pas en tant que PDCI, pas en tant que FPI. Je l'ai écrit en tant que simple professeur de sciences politiques, simple observateur. Après le décès de mon oncle, je voulais comprendre comment est-ce que dans la politique africaine, la violence est toujours faite au-dessus de tout le monde et les crimes politiques demeurent impunis. Parce que jusque-là, aucune lumière n'a été faite sur lui, son assassinat. Et c'est donc dans cette ordre d'idée que j'ai commencé à regarder la Côte d'Ivoire. Et j'étais d'abord intéressé par la legacy coloniale et les mouvements d'indépendance qui m'ont vite ramené à l'échec, la crise économique. Et en suivant mes recherches, je suis arrivé à l'ivoirité, le concept de l'ivoirité, ensuite la rébellion. Et c'était un devoir pour moi de regarder quelles étaient les motivations de la branche armée et quels étaient les objectifs qu'ils cherchaient à atteindre. Et dans j'ai dû certainement dire peut-être des choses qui n'ont pas plu à certaines personnes, mais ce n'était pas pour dénigrer qui que ce soit. En tant qu'Ivoiriens, c'est normal que nous faisons la lumière sur ce qui s'est passé. Nous pouvons nous pardonner, nous pouvons tourner cette page. Il est important de connaître son histoire, de connaître ce qui s'est passé. Donc, je vous donne ce crédit-là. Vous avez entièrement raison. C'est possible qu'après ce livre, parce que le livre est sorti, vous avez un très bon point, le livre est sorti en octobre, et c'est dans cette même période-là que le problème aussi a commencé. Donc, vraiment, c'est vraiment une coïncidence. Et vraiment, il faut reconnaître c'est une coïncidence. Voilà, une coïncidence honorable. Vous voulez ajouter quelque chose avant d'aller du côté de Mme Yohan? Merci. Allô? D'accord, ok.
Oui, bonsoir Jacques. Oui, bonsoir Madame Noa. Bonsoir à l'honorable s'il est toujours en ligne et bonsoir à notre jeune frère Bala Keïta et mes condoléances pour le décès de sa mère. Je pense que le frère a besoin de soutien, de conseils pour l'amener à résoudre ce problème en étant à cheval sur 2 continents. Bon, mais avant de chercher à lui faire quelques suggestions, je voudrais savoir, tout à l'heure, il a parlé du divorce de ses parents. Est-ce que ce sont les parents paternels qui sont liés à cette femme, qui veulent faire du mal à votre mère et à vous-même en se saisissant de votre propriété ou pas? Ou bien n'est pas parenté à votre père? C'est une très bonne question. C'est possible parce que je ne sais pas entièrement c'est possible, mais le divorce a été fait depuis 33 ans. La justice a fait une séparation de biens. Mon père a eu plusieurs biens immobiliers et cette maison-là a été une modeste maison de 3 chambres. C'était vraiment quelque chose de modeste et c'est tout ce qui est revenu à ma mère. Il y avait des appartements, il y a eu beaucoup de terres. Mon père a eu la plupart de la séparation des biens. Et tout ce qui est resté à ma mère, c'était cette résidence. Et donc, je me dis que ce serait une grave injustice si tel était le cas. Bon, essayez de vous renseigner aussi de ce côté-là. Parce que vous savez, en Afrique, les problèmes de famille vont même au-delà de ce qu'on peut espérer. Ça, c'est la première suggestion que je peux vous faire. Maintenant, je vais vous poser une question avant de vous faire la deuxième suggestion. Vous dites être professeur à GW, ici à Washington. Oui. Mais vous êtes de citoyenneté américaine ou pas encore? Non, je suis citoyen ivoirien et ma mère, oui voilà, ma mère était aussi, elle était résidente permanente aux États-Unis. Donc en tant que résidente permanente, je suis en train de chercher à saisir les autorités américaines pour leur exposer ce problème-là. Parce que c'est un problème maintenant qui devient un problème international. Parce qu'en tant que résident permanent, ma mère, elle était de son plein droit. Nous essayons de saisir l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire en ce moment. Et j'essaie aussi de saisir le gouvernement américain pour les alerter d'une telle situation. Quel que soit le problème, que ce soit un problème politique, familial, la maison appartient légalement à ma mère. Et cette occupation est illégale. En tant que telle... le fond du problème est clair, mais je vous ai posé ces questions pour vous faire des suggestions. Puisque vous êtes ici, merci. Je pensais que vous étiez à Abidjan, mais puisque vous êtes ici, la première occasion à saisir, c'est de saisir le State Department. State Department, ok. Merci. State Department. Prends note. Oui, le département Afrique. Et vous cherchez à savoir qui est le responsable de la zone Afrique et qui s'occupe de la Côte d'Ivoire. Ok, responsable de la zone Afrique. Ok. Et vous cherchez à parler au Chief Officer of Ivory Coast. Chief Officer of Ivory Coast, ok. Ivory Coast. Vous n'avez qu'à téléphoner au State Department puisque vous êtes professeur ici dans une des plus grandes universités. Vous pouvez faire des démarches dans ce sens afin que le State Department saisisse l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Comme ils sont proches de Ouattara, ils peuvent aussitôt l'appeler là-bas. Ok, c'est une très bonne suggestion. C'est une très bonne suggestion. Donc, étant donné que vous êtes employé ici par une institution universitaire, vous pouvez demander le concours du State Department dans une affaire qui a trait à un pays étranger. Et vous posez le problème et vous expliquez les relents politiques que cela pourrait avoir à travers l'assassinat de votre oncle, en leur disant
voilà la situation, vous demandez leur conseil, leur aide pour que Abidjan soit contacté et que la situation soit résolue. Voilà, je vais faire les suggestions que je peux vous faire. Mais, poussez aussi la recherche au niveau familial. Ok. Parce que si, cette dame est une arrière-cousine ou quoi de votre père et qu'elle veut simplement se venger, faire du mal à votre mère, tout est possible en Afrique. Donc, effectivement, ça c'est vrai. Donc, regardez du côté familial d'abord avant de saisir les autorités américaines. Vous comprenez? Ok. Les États-Unis n'iront pas se mettre dans des histoires de chiffons de famille. Mais, étant donné que vous êtes concerné directement et que dans cette affaire, vous avez perdu votre mère qui était ici avec vous, sur le plan strictement de la diplomatie, le State Department peut faire quelque chose. À travers son ambassade chez nous, qui va aussitôt saisir la présidence. Mais faites attention, le State Department, posez les pas subrepticement, c'est-à-dire vérifiez tout, ayez tous les éléments. Donc, voyez encore du côté familial, si ce n'est pas un règlement de compte, ayez tous les éléments avant de saisir le State Department. Ok, merci pour cette suggestion, mais j'aimerais ajouter, si c'est, comme vous m'avez suggéré, et c'est possible, un problème familial, comment est-ce qu'un colonel, le colonel Doumbia, Daouda, puisse appuyer, qui est supposé protéger les biens publics, puisse appuyer d'envoyer un détachement militaire illégalement dans une résidence qui appartient à une autre personne, c'est plus un problème familial, monsieur. Ce n'est plus un problème familial, puisqu'il y avait des témoins oculaires que les FAC armés, pendant 9 mois, ont gardé la résidence. Et donc, ce familial n'aurait pas concerné un colonel de l'armée. Bon, là, donc, je suis désolé. Argumentez votre dossier avant de le présenter au State Department. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Absolument, vous avez un très bon point. J'en ai pensé à ce paramètre. J'ai pensé à ce paramètre, mais le fait que Bamba Enza, qui est militaire en fonction au bataillon de commandement en Côte d'Ivoire, et que le colonel Doumbia Daouda, ils sont mêlés à cette affaire. J'ai même porté plainte aujourd'hui. Ce sont des agents de l'État. Et en tant que tels, ils ont pris parti à un simple citoyen. Et ce n'est plus maintenant un conflit familial, monsieur. Bon, non. Est-ce que vous me comprenez? Je veux vous... Oui, je comprends, mais est-ce que vous voyez aussi ce que je dis? Dans un conflit familial, c'est la famille qui est dedans. L'armée ne vient pas appuyer un conflit familial. Un colonel en fonction ne vient pas appuyer une simple citoyenne. Si ça implique l'État maintenant. Attendez. Donc, vous avez des arguments légaux. Oui, c'est ce que je vous explique. Aujourd'hui, le 17, l'huissier qui s'occupait du problème vient de porter plainte au commissaire du gouvernement à Abidjan en direction de la brigade de recherche au plateau contre le colonel Doumbia Daouda, dit le pays, commandant du bataillon de commandant et de soutien, et aussi à Bamba Enza qui est militaire en fonction. Et moi, je ne vois pas ça comme un problème familial. Et je suis vraiment désolé. Écoutez-moi bien, je pense que vous n'avez pas compris. Madame Yohan, avant d'engager les démarches vis-à-vis du State Department, vérifiez tous les aspects du dossier, y compris les aspects familiaux. Oui, mais Madame Yohan. Mais vous venez de me dire que les représentants de l'État qui se sont engagés dans cette affaire en donnent un caractère politique. Et ça vous permet d'argumenter votre dossier, votre requête vis-à-vis du State Department. C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui, Madame Yohan. Madame Yohan. Voilà.
situation. Voilà, d'accord. Merci. Merci, c'est une très bonne situation. Merci beaucoup. Oui, Madame Nyon, merci, merci, docteur Bala Keita. Dans tout état des causes, même si c'est un sujet familial, un problème familial, que quelqu'un vient vous exproprier, même si c'est votre oncle, vous pouvez au moins traduire aussi cette personne aussi en justice. Ça ne pose même pas de problème. Je vois le point de Madame Nyon. Voilà, je vois le point de Madame Nyon et aussi je vois aussi votre point, docteur. Alors, je vais aller du côté donc du pasteur Nda. Pasteur Nda, allez-y pour votre question. Oui, Jacques, en fait, ce n'est pas une véritable question puisque je n'avais pas suivi effectivement le débat. Mais je suis en train de revenir un peu sur la question du State Department pour dire à monsieur Bala, au docteur Bala Keita qu'il y a un risque à encourir dès l'instant où vous impliquez le State Department. Si vous impliquez le State Department dans une affaire familiale et qu'il s'aperçoit que c'est une affaire purement familiale, vous n'aurez pas mal du State Department, même si vous êtes citoyen américain. Tout ce que le State Department vous dira de faire, c'est simplement, il va vous poser la question si vous voulez régler le problème sur place. D'accord. Si votre réponse est positive, alors peut-être des consignes seront données au niveau de l'ambassade américaine aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, pour peut-être vous assister au cas où vous sentiriez menacé si des citoyens américains. Deuxièmement, si vous voulez impliquer le State Department dans une affaire politique, automatiquement vous serez obligé de subir la véritable lenteur et tous les aléas justement qui sont dans cette lenteur, à savoir les négociations entre le State Department, le gouvernement ivoirien et autres. Il y a des risques à courir. Maintenant, si le gouvernement, n'est-ce pas, est impliqué et a reçu des ordres, et c'est pour ça que je suis un peu d'accord avec ce que Mme Nyon dit, il est important pour vous justement, avant d'impliquer le State Department, d'être sûr que vous avez tous les éléments. Sinon, vous risquez de vous retrouver seul dans cette affaire et vous pourrez perdre. Donc, il faut d'abord, avant d'informer le State Department, il faut avoir tous les éléments et être sûr que vous avez justement le dessous de cette affaire. Qui est derrière? Le Corée ne peut pas se lancer dans une affaire de ce genre s'il n'est pas soutenu par les autorités. Alors, il faudra savoir qui est derrière réellement cette affaire. Quand vous aurez maintenant, avec preuve à l'appui, vous pourrez maintenant réfléchir à la stratégie à adopter. C'est un dossier extrêmement sensible, il est politique, il est familial. Alors, Pasteur Nda, mais si il y a transpire dedans, je vais vous dire tout de suite que personne le département ne se mêlera d'une affaire familiale. Alors, Pasteur Nda, et moi personnellement, aujourd'hui, ma mère est décédée. J'ai reçu énormément de messages de familles qui vivent cette situation similaire. Et même si j'approchais le State Department, j'allais les approcher en termes de droits humains, de rule of law. Ce sont des issues auxquelles ils sont concernés partout dans le monde. J'allais pas frame ça en termes de problèmes personnellement familial, j'allais frame ça en termes de justice en Côte d'Ivoire pour tout le monde. Il y a aussi beaucoup de NGO comme transafrica.org qui s'occupent des dossiers sensibles. C'est pas forcément le State Department. Il y a beaucoup d'immigration law, il y a des non-governmental comme le Catholic Church, il y a des Change.org qui est intéressé aux ces injustices sociales en Afrique. Il y a beaucoup d'avenir. Le State Department, c'est plus politique, mais je veux seulement que vous compreniez que j'ai pris d'autres mesures, que je veux pas. Il y a plusieurs familles qui sont prêtes à signer des pétitions en Côte d'Ivoire pour ça. Ce n'est pas seulement un cas particulier de ma mère. Maintenant, je suis aussi concerné par aux autres injustices sociales. Alors, justement, docteur Bala Keita, ça devient de plus en plus. Oui, Jacques. Voilà, une petite minute. Alors, justement, c'est le point que j'avais voulu faire. Pourquoi impliquer le State Department quand nous-mêmes Ivoiriens, nous pouvons certainement influencer un peu la décision? Un problème qui se passe en Côte d'Ivoire. Un problème qui se passe en Côte d'Ivoire, une très grande injustice. Si nous-mêmes Ivoiriens, nous ne pouvons pas apporter notre soutien au docteur Bala Keita afin donc de régler ce problème. En réglant ce problème, ce n'est pas seulement pour le docteur Bala Keita, mais par rapport à tous les problèmes, j'allais dire, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont victimes de ce cas. Alors, pourquoi forcément mettre l'accent sur le State Department? Je suis d'accord qu'on peut avertir, mais je pense que la grande mobilisation doit venir de tout un citoyen ivoirien afin que cette situation ne se produise plus. Je suis entièrement d'accord avec vous, Jacques. D'accord. Alors,
Merci. Bon, est-ce que je peux préciser mon point? Je suis vraiment d'accord avec vous. On n'a plus de temps. Dans le sens que vouloir impliquer le State Department à chaque fois dans l'affaire de ce genre. Oui. Oui. Je vais prendre deux personnes. On va libérer notre invité dans 5 petites minutes. Faites votre point. Madame Nguyen fait un petit point en 1 petite minute. Nous prenons 2 personnes et nous allons libérer notre invité. Okay. Allez-y. En fait, moi, mon point est simple. Jacques, je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites. Je pense que le docteur Bala gagnerait à plutôt faire de cela un mouvement de masse pour conscientiser justement d'abord les autorités et puis pourquoi pas justement peut-être de plus en plus mettre le feu aux poudres. Je crois que s'il y a d'autres familles qui sont dans la même situation, je pense qu'à partir de ce moment, il gagnerait justement en faisant en sorte que les pétitions soient toutes signées et adressées peut-être à des ONG puissantes, n'est-ce pas? Et elles sont là, il y en a beaucoup, lesquelles pourront déjà commencer justement à taper un peu sur le dos des autorités ivoiriennes qui actuellement sont un peu mal à l'aise par rapport justement à ce genre de choses. Je vais m'arrêter de ces situations. Je vais prêter un peu là pour le moment. Je pense que le State Department peut attendre un peu. D'accord. Il faut qu'il attende. Merci. D'abord la carte nationale. Voilà, merci. Madame Nguyen, je reviendrai vers vous tout à l'heure pour préciser votre pensée tout à l'heure. Alors, Chérif Haïdara, puisqu'on n'a pas assez de temps, Chérif Haïdara, allez-y pour soit votre question ou un petit commentaire. Allez-y. Voilà, merci Jacques, bonsoir à vous, bonsoir à Dr Bala Keïta et tout d'abord recevez mes condoléances les plus sincères que l'âme de la maman représentait et que Dieu l'accorde le paradis. Effectivement Jacques, moi je viens en appui avec ce que vous venez de dire. Honnêtement, en tant qu'Africain, je crois que ça devrait être une affaire plus ou moins africaine, pas seulement ivoirienne, parce que là, ce que Dr Bala est en train de traverser comme ça se fait dans tous les pays africains. J'en connais des cas en Guinée et partout d'ailleurs en Afrique, malheureusement. Ces abus-là se font. Pourquoi ne pas faire une pétition? Il vient de citer des institutions comme Change.org. Si je ne me trompe, les chefs d'État africains seront là au mois d'août. Pourquoi ne pas faire de pancartes et essayer de faire des pétitions qui pourront recevoir à dessein pour que effectivement la Côte d'Ivoire avec Ouattara qui puisse s'occuper de ce problème particulier et pourquoi pas tous les Ivoiriens qui se trouvent dans la même situation ou des hommes forts du système aujourd'hui font la loi, délogent les gens et font rentrer malheureusement leurs copines ou leurs parents dans les maisons des personnes parce qu'aujourd'hui ils sont proches du pouvoir. Donc Jacques, nous sommes là pour écouter les solutions mais prêts à participer et amplifier le message du docteur au niveau africain et pour que tout le monde puisse se donner la main pour venir en aide à ce frère mais aussi à tous les frères qui se trouvent dans la même situation chez l'ami. Voilà, merci beaucoup. Rapidement, nous allons prendre donc la question donc de l'écrivain Laurent Guéhi. Rapidement, Laurent, allez-y pour votre question. Merci Jacques. Mon frère Keïta, mes condoléances. Nous avons appris l'histoire avec amertume. Mais on parle des pays de droit. Vous avez dit tout à l'heure que nous sommes dans un pays de droit et ces choses se passent. Mais vous vous souvenez lorsque le gouvernement en place a fait venir des gens de d'autres pays pour venir combattre pour eux, y compris les dojos et autres. Et vous savez qu'ils n'avaient pas construit de logement pour eux. Alors, des milliers de personnes qu'on devait dans un pays pour qui on n'a pas prévu de logement, ne pensez-vous pas que ces choses-là pourraient être éventuellement, disons, les Ivoiriens pourraient courir ces risques-là au quotidien? Voilà. Allô? Oui? Bon, ben, allô? Oui, voilà. Docteur, vous avez affaire à un politicien qui vous pose une question beaucoup plus politique, hein? Voilà. C'est possible, comme nous savons tous, le conflit difficile que la Côte d'Ivoire a traversé. Je sais que l'État ivoirien peine à créer l'ordre dans la société ivoirienne. C'est possible quand nous voyons
toutes ces familles qui ont des domiciles qui ont été illégalement occupés. Et c'est pas seulement à Abidjan, c'est sur toute l'étendue du territoire en Côte d'Ivoire. Ça devient vraiment alarmant. Il faut que les citoyens se lèvent et puis on se tienne debout devant cette injustice sociale. Moi, ma mère est décédée et c'est la volonté de Dieu. Il n'y a rien que je puisse faire, mais compte tenu que j'ai reçu tellement de messages d'autres familles, je pense qu'il faut qu'à partir de là, ces injustices-là soient dénoncées dans notre société. Vous avez parfaitement raison. Alors, nous allons aller du côté donc de Delaware avec M. Soumaoro Enza. Allez-y, Soumaoro. Alors, bonsoir Jacques. Et bonsoir, chers amis auditeurs. Je voudrais d'abord profiter et souhaiter notre connaissance à M. Keïta, au docteur Keïta. Alors? Oui, allez-y, vous êtes en ligne. Oui, allô? Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, allô? Oui, on vous entend. Ah, ok, je voulais d'abord vous souhaiter mes condoléances, vraiment que votre maman, son âme repose en paix. Et comme j'en entendais beaucoup de dire dans cette affaire, bon, je pense que est-ce que déjà vous aviez, parce que je sais, vous avez parlé de la justice qui est très là, vous avez dépensé pas de 6 millions dans cette affaire. Bon, est-ce que moi, ce que je vous conseillerais d'abord, je vous conseillerais, je crois que les faits que vous avez pris à tâche déjà avec l'honorable Kakapé, bon, essayez de suivre cette question un peu lui. Je crois que déjà, il pourra rentrer en contact avec le ministre de l'Intérieur, pour qu'après le ministre de la Constitution, tout ce dont il faut. Et puis maintenant, je crois qu'au vu de cela, maintenant, vous pouvez maintenant savoir sur quoi vous asseoir. Parce que je pense qu'étant ici aux États-Unis, bon, les gens sont là-bas, ici, ça, je ne vous mens pas. Quelle que soit la personne que vous faites confiance en Côte d'Ivoire, vraiment, je vous apprends que quand c'est une affaire d'argent, alors, on dit qu'un avocat vous demande 400 000 francs, lui, il va être 100 000. Bon, et vous allez dépenser plein d'années dans cette affaire, et puis ça n'avance pas. La vieille perd son âme, elle avait 70 ans, bon, elle ne pouvait rien faire. Et moi, ce que je vous conseille déjà, vous êtes dans de bonnes mains avec le KKP qui veut vraiment vous aider. Moi, je pense que vraiment, essayez de prendre cette attaque avec KKP. Et puis, attendez d'abord tout ce qui est médias et autres. Attendez d'abord. Et puis, au vu de ça, vous avez KKP déjà dans la semaine. Je pense que plus tard, Lénou m'a dit que KKP pourra vous donner un résultat. Il va vous dire où est-ce qu'on en est cette histoire-là. Parce que c'est un élu. Okay. Bon, il peut même entrer en contact avec Soro. Bon, quand c'est diable, c'est mieux. Le problème pour vous, c'est de récupérer votre maison. C'est ça, vous comprenez. Mais c'est pas tout le tapage de tout, parce que, voilà, je suis d'accord, bien d'accord qu'il faut faire des protestations, mais attendez d'abord. Après, ce que je peux vous donner comme conseil, quoi, parce que je connais un peu comment ça fonctionne ce régime-là. Et vous voyez, non? Merci. C'est ce que je peux donner comme conseil. Merci. Merci du conseil, merci. Voilà, merci. Voilà. Alors, bon, Jacques, j'en ai fini, hein. Merci beaucoup. Voilà, merci. Malheureusement, on n'a plus de temps rapidement. Monsieur Karamoko, vous allez avoir votre émission tout à l'heure. Vous aurez la possibilité en même temps d'articuler un peu ce point. Hein. Alors, voilà, puisqu'on a demandé seulement une heure à notre invité. Alors, rapidement, 30 secondes, votre précision. Et l'invité va conclure. Allez-y, madame. Ok. Merci, Jacques. Bon, la solution du State Department, c'est que, avec les éléments qu'il a lui-même énumérés, que les colonels de l'armée sont dedans, et si maintenant il y a des familles qui sont prêtes à pétitionner, hein, je suggérerais, comme le frère qui vient de parler l'a dit, qu'il attende les démarches que l'honorable Kakabé veut entreprendre. D'abord, au niveau de ces deux personnalités à Abidjan. Mais si telle est que la situation n'avance pas, il faudrait, en ce moment-là, porter l'affaire à un niveau plus élevé. Pourquoi? Parce que si quelqu'un a dit tout à l'heure que si les colonels de l'armée sont impliqués, il y a anguille sous roche. Donc, menez cette affaire avec intelligence. Et toutes les relations, toutes les suggestions que vous recevez, établissez une liste, vous êtes un docteur, hein, et mettez des priorités les unes après les autres. Est-ce que vous avez compris? Priorité 1. Première priorité,
c'est d'attendre la suite des démarches de l'honorable à Abidjan, puisqu'il est avec eux sur le terrain. Priorité 2, pendant ce temps, vous vérifiez aussi au niveau familial s'il n'y a pas d'accointance ou de règlement de compte. Et le niveau 3, ce sont le recueillement des pétitions pour d'autres actions, y compris celles du State Department, en dernier ressort. Je précise bien, en dernier ressort. Est-ce que vous avez compris? D'accord. Alors, merci. Merci donc, Madame Yuan. Hein. Alors, on ira donc à la conclusion avec notre invité. Mais l'honorable, hein, honorable, si vous êtes encore là, votre dernier mot, hein, et puis nous allons conclure. Oui, honorable. Non, moi je besoin simplement que nous puissions nous parler après hors antenne, et puis qu'il me fasse juste un petit mémo en me situant un peu les origines de la vieille, un petit mémo juste. Tu lui remets ensuite mon mail. Si moi j'ai ce mémo-là, dans le meilleur délai, je verrai comment, modestement, je peux m'associer à cette affaire, parce que je n'aime pas l'injustice. Or, si ce qu'il dit là est vrai, c'est un cas flagrant d'injustice. Et je pense que il faut qu'on en sorte. Il faut qu'on en sorte. Et que notre pays aille véritablement vers un état de droit. Un état de droit. Parce que sinon, bon. Alors vraiment, encore une fois, je compatis là. Hein, je compatis là et je voudrais, comme je le dis, m'incliner devant la mémoire de cette brave femme. Et puis j'espère que justice sera faite, hein, ne serait-ce que pour sa mémoire. Bon, voilà ce que je voulais dire. Sinon, ce soir, je suis venu juste là pour vous saluer. Comme ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas échangé, voilà. J'ai voulu vous donner de mes nouvelles. Vous voyez bien que il y a des débats qui ont cours ici en ce moment. La loi sur la CEI. Bon, il y a beaucoup de sujets, donc... Justement, alors, j'avais voulu savoir si l'honorable avait au moins peut-être 30 minutes, hein, puisque nous allons libérer notre invité dans 2 minutes, et puis peut-être vous poser au moins 2 ou 3 questions par rapport à ça. Hein. Est-ce que vous avez encore le temps, honorable? Oui, je pourrais le faire en espérant qu'on ne va pas étendre les 30 minutes en 1 heure. Non, 30 minutes, ça sera 30 minutes là, vraiment 30 minutes là. Alors... Je suis là. Ok, d'accord, voilà. Alors, merci beaucoup, honorable. Voilà. Alors, Dr Bala Keita, allez-y, hein, pour votre mot de fin. Ok, je voudrais d'abord remercier l'honorable Kakabe pour cette offre qu'il a faite. Je vais contacter M. Jacques Roger. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Ça fait vraiment plaisir de voir que des élus de la nation sont prêts à aider des citoyens. Encore merci. Je remercie aussi tous vos invités. Merci pour toutes vos suggestions. J'ai pris note. Et le cas du State Department sera vraiment en dernier. Ce sera vraiment une dernière priorité. Merci de m'avoir invité sur votre antenne, M. Jacques Roger. Vraiment, je vous souhaite tous de passer une très bonne soirée. Merci pour vos messages de condoléances et de soutien. Vraiment, merci et passez une très bonne soirée. Voilà, merci beaucoup, docteur. Hein, portez-vous bien. Hein, voilà. Au revoir. Bien des choses à la famille, à la madame et puis aux enfants. Hein. Merci. Oh.